Bonsoir à tous. Je suis Monsieur Désiré Gamondé, directeur du cabinet GDS Consulting. Ce soir, Top Innovation m'a demandé de partager avec vous autour du thème « L'entrepreneur face au choix de son régime fiscal ». Je nous propose le plan de présentation suivant. En grande 1, le contexte objectif de la formation. Grande 2, historique d'appréciation du critère de choix du régime fiscal au Côte d'Ivoire. Grande 3, les principaux impôts à payer par régime à partir de 2021. Grande 4, les principales exigences comptables à respecter par l'entrepreneur. Et enfin, l'entrepreneur et la politique ou la stratégie fiscale de son entreprise. Nous savons tous en Côte d'Ivoire que l'écosystème de l'entrepreneuriat, dans cet écosystème-là, on distingue plusieurs acteurs. J'appelle l'écosystème, c'est-à-dire tout le processus qui commence par d'abord avoir la motivation et qui part ensuite vers les organismes de création d'entreprise. Voilà, nous suivons tous, moi je fais partie de ceux qui suivent les coachs sur les réseaux sociaux ou qui font des formations également avec des coachs en entrepreneuriat qui nous boostent, qui nous disent oui, vous avez le potentiel qu'il faut, oui, vous avez la capacité, oui, le produit il est bon, oui, vous pouvez y aller, oui, et oui, oui et oui. Donc, parmi ces coachs-là, j'ai classé les dévanciers en entrepreneuriat qui peuvent être également des coachs pour nous. Ces personnes-là qui ont déjà entrepris et qui viennent nous entretenir sur leur parcours. Donc, c'est tout ce beau monde-là que je mets dans la notion de coach ou motivateur. Parmi les motivateurs également, on pourrait citer les parents, les amis, toutes les personnes autour de nous qui nous encouragent à nous lancer. Parce que c'est pas facile. Prendre la décision de se lancer, c'est pas toujours évident. Il faut avoir quelque part une certaine catégorie de personnes qui nous encouragent, qui nous soutiennent dans notre choix d'entreprendre. Le deuxième groupe d'acteurs que j'ai pu identifier dans l'écosystème, c'est les organismes d'État chargés de la création légale des entreprises en Côte d'Ivoire, parmi lesquels se trouvent le CPC, le tribunal de commerce et puis l'agence Côte d'Ivoire PME, qui sont là les organismes en Côte d'Ivoire qui sont chargés de la création d'entreprises. C'est dire quoi? C'est dire que quelque part, quand on a été suffisamment motivé, quelque part, quand on a pris suffisamment de l'assurance, à un moment donné, on se dit, bon, il faut formaliser mon business. Et donc, on a recours à ces trois institutions-là de l'État ivoirien qui sont chargées de pouvoir nous aider à formaliser le business. Mais je ne m'arrête pas là parce qu'effectivement, il y a un troisième acteur composé des cabinets de conseil ou les professionnels avertis, tels que le cabinet GDS Consulting, bien entendu, qui fait la présentation ce soir. Le rôle de ces professionnels ou cabinets de conseil, c'est effectivement nous dire « Ah, attention, c'est vrai que vous avez la motivation, mais attention, il y a des critères à respecter pour pouvoir choisir de façon optimale, notamment notre régime d'imposition. Sur quoi est-ce qu'il faut se baser pour pouvoir dire quand je vais formaliser mon entreprise, c'est dans tel régime d'imposition que je dois me situer. Sur quoi? Voilà l'objectif. Sur quoi on se base pour dire c'est dans tel régime d'imposition que je dois me situer quand je décide de formaliser mon entreprise. J'ai fait un tour sur le site du CPC qui nous donne les 10 étapes à respecter pour pouvoir faire la création de son entreprise en ligne. Donc voilà ce que nous dit le CPC en 10 étapes, comment créer son entreprise. Mais quand on regarde bien, la première étape du CPC commence par nous dire déterminer la forme juridique, le capital et le régime fiscal de votre structure. Et puis après, il dit si vous avez des difficultés pour scanner, vous pouvez venir chez nous parce que
on a 2 espaces scanner et 3 espaces cyber pour vous aider à faire la création en ligne. Mais à aucun moment dans le processus du CPC, on nous dit sur quels critères se baser pour déterminer la forme juridique, le capital et le régime fiscal de notre structure à créer, Donc voilà où est-ce que se positionne le module de formation que nous faisons ce soir. Objectif de la formation. Le premier objectif, c'est de permettre aux auditeurs d'actualiser leurs connaissances en matière de régime fiscal existant dans le dispositif ivoirien. Donc ici, l'idée, c'est effectivement ça, permettre aux auditeurs d'actualiser leurs connaissances en matière de régime fiscal existant dans le dispositif ivoirien. Et puis un deuxième objectif, c'est de permettre également de mettre à la disposition des auditeurs des outils d'aide à la décision, leur permettant de mieux choisir le régime d'imposition de leur entreprise. Donc aujourd'hui, ce que nous visons à faire, il y a 2 choses principalement. Non seulement tout ce que vous avez appris, mais tout ce que vous savez concernant les régimes d'imposition, on va mettre ça à plat pour pouvoir voir effectivement les évolutions qu'il y a eu, les maintiens qu'il y a eu dans le système, dans le dispositif en général. Et puis, le deuxième objectif consiste à dire, vous aurez à l'issue de la formation des outils qui vous permettront de décider du choix d'un régime fiscal à appliquer à votre structure. Parce que quand on a vu les étapes du CPC, on s'est rendu compte qu'à la première étape, on nous demande de déterminer le régime fiscal de la structure. Donc nous, ici, ce que nous allons faire, c'est identifier effectivement comment est-ce qu'on procède. Donc, comme je disais, après avoir exposé les objectifs de la formation, nous passons au grand 2. Le grand 2, c'est historique d'appréciation des critères de choix du régime fiscal en Côte d'Ivoire. Pourquoi je me propose de faire l'historique? Parce que faut dire que la fiscalité en Côte d'Ivoire a connu une grande mutation à partir de l'année 2021, c'est-à-dire cette année. Depuis janvier 2021, il y a une grande mutation qui s'est opérée dans le dispositif fiscal ivoirien. Donc, venir parler de régime d'imposition sans faire l'histoire, c'est comme si on venait contredire les informations que vous avez qui peuvent être justes. L'idée, ce n'est pas de contredire les informations que vous avez. L'idée, c'est d'actualiser les informations que vous avez déjà sur la notion de régime d'imposition. Monsieur Quadio, c'est ça? D'accord. Dans l'intervention de Monsieur Quadio, j'ai cru voir la notion de l'État qui collecte quelque chose des impôts, il l'a appelé des recettes, ou bien comment des recettes, c'est ça que nous, on appelle dans notre jargon impôts. L'État collecte des recettes auprès des entreprises. J'ai perçu quelque chose dans cette notion qu'il a donnée. Et je vais expliquer ce que j'ai perçu et peut-être ça va nous permettre de comprendre. Elle a parlé d'ensemble de lois que l'État a mis en place pour pouvoir collecter. J'ai perçu aussi quelque chose qui se résume au dispositif légal qui doit encadrer la notion de fiscalité et d'impôt. Et c'est effectivement la même chose qui a été dit par le frère, monsieur Aziz, d'accord, par monsieur Aziz. Effectivement, dans un État, l'État organisé de sorte que, vous savez, tout récemment, l'Assemblée nationale vient de voter le budget de l'État pour l'année 2022. Et pour le financement de ce budget-là, l'État a besoin de ressources. L'une des sources de financement, pour emprunter le mot, l'une des sources de financement des dépenses de l'État, entendez par dépenses de l'État, les hôpitaux, les routes, tout ce qu'il y a comme dépenses de l'État, les fonctionnaires et autres, tout ça pour pouvoir financer ces dépenses, l'État a recours à la fiscalité à travers les impôts qu'ils ont dit qu'on paye. Donc les impôts payés, tout le monde paye impôts.
que vous soyez entreprise ou personne individuelle, vous payez l'impôt. Par exemple, quand vous prenez votre facture de CIE, vous allez voir là-dessus TVA. On vous met le montant dont TVA et puis on met le montant de la TVA. Donc, quelque part, vous payez l'impôt sur la facture du CIE. Quand vous payez un ordinateur chez un fournisseur quelque part, chez une entreprise de vente de matériel informatique, il va vous rajouter quelques impôts quand même. Donc, tout le monde paye l'impôt. C'est une façon pour l'État de pouvoir collecter de l'argent pour pouvoir financer les dépenses publiques. Et quand on se retrouve dans le cadre d'une entreprise, l'entreprise qui est légalement constituée a ses impôts qu'on appelle les impôts professionnels. Il y a les impôts généraux pour tout le monde. Chacun paye, il y a des impôts sur la communication, il y a des impôts sur l'électricité, il y a des impôts sur toutes les activités économiques. L'impôt est défini en termes techniques comme un prélèvement obligatoire opéré par l'administration, par l'État, en vue de financer les dépenses publiques. En vue de financer les dépenses publiques. Il y a ce qu'on appelle à la FIF, la Fédération ivoirienne de football, la parafiscalité, c'est-à-dire on paye des impôts pour faire fonctionner la FIF, pour faire développer le sport. On paye également des impôts sur nos factures de CIE pour faire développer ou pour faire fonctionner la RTI, qui est une télévision de service public. Quand vous prenez votre facture, là, il y a redevance RTI, c'est aussi un impôt parce que c'est obligatoire. On ne dit pas comme je ne regarde pas RTI chez moi à la maison, ça je ne paye pas. On paye des impôts pour enlever les ordures ménagères. Sur les factures de CIE, ça existe. Enlèvement d'ordures ménagères. On paye impôt, on paye un petit montant, 2000 francs, même 1000 francs, je ne sais plus, mais on paye quand même quelque chose pour pouvoir rendre Abidjan propre. Et je pense qu'Abidjan est propre. Bon, j'ai dit je pense. D'accord? On paye aussi des impôts pour l'électrification rurale sur les factures de CIE. Je prends un peu des éléments qui nous sont familiers pour que nous nous rendons compte de ce que tout le monde paye l'impôt. Tout le monde paye l'impôt pour pouvoir permettre à l'État de prendre en charge les dépenses de la collectivité, les dépenses dites publiques. L'impôt est un prélèvement obligatoire effectué par l'État en vue de financer les dépenses publiques. Ça, c'est la définition générale. On ne dit pas à l'État, tu as prélevé, pourquoi il n'y a pas route chez moi. Il a prélevé, il va faire, la route va arriver un jour chez moi aussi. Mais pour l'instant, je paye. Un jour, ça va arriver chez moi. Mais ce qui est sûr, quand ça arrive à Mankono, c'est que ça arrive chez moi aussi, parce que c'est la Côte d'Ivoire. D'accord, donc en termes d'historique, je nous propose de retenir deux dates essentielles. La première date, c'est l'année 2015, où il y a eu l'aménagement des critères de choix du régime fiscal en Côte d'Ivoire, notamment dans l'article 2 de l'annexe fiscale 2015. La loi de 2015, la loi fiscale de 2015, en son article 2, a procédé à des aménagements des critères de choix du régime fiscal. Après cette date de 2015, nous avons l'année 2021. Donc, à partir de l'année 2021, il y a une nouvelle réforme qui a été entreprise et il y a des critères également qui ont été revus à ce niveau-là. Et c'est notamment issu de l'article 33 de la loi fiscale de 2021. Avant 2015, qu'est-ce qui se passait? Mais quels étaient les critères avant 2015? On avait deux critères de choix. Le CPCD
déterminer votre régime d'imposition. Si vous allez rencontrer le premier acteur que j'ai cité, qui est un mentor, un coach, un dévancier, quelqu'un qui a entrepris avant 2015, lui, en son temps, il avait 2 critères sur lesquels il se basait pour pouvoir choisir son régime d'imposition. On se basait sur la forme juridique et sur le chiffre d'affaires. En matière de forme juridique, il y avait certaines entreprises constituées sur une certaine forme juridique qui étaient d'office classées à des régimes supérieurs. Et en matière de régime supérieur, il y en a 2. Monsieur Quadio a cité, c'est Quadio? Oui, Monsieur Quadio a cité tout à l'heure 2 régimes qu'il connaissait, régime simplifié, régime normal. Moi, je vais rajouter un petit terme, réel simplifié, réel normal. Et donc, avant 2015, il y avait des formes juridiques qui étaient d'office classées dans des régimes réels. Et une fois ils sont dans ces régimes réels, on regardait maintenant leur chiffre d'affaires pour dire, bon, comme ton chiffre d'affaires atteint tel niveau, tu es au réel normal. Comme ton chiffre d'affaires est un peu petit, tu es au réel simplifié. Mais d'office, en fonction de leur forme juridique, ils étaient classés à un régime supérieur. Après 2015, qu'est-ce qui s'est passé? À l'occasion de l'aménagement des critères de choix, l'administration fiscale a revu pour ne retenir qu'un seul critère, le critère du chiffre d'affaires. Donc, si quelqu'un vous dit qui a déjà entendu parler de SARL, d'accord. Moi, quand il y a des notes vocales où le client me dit, quand je lui demande quel est le régime que vous voulez, il dit non, je ne veux pas SARL parce qu'il paraît que SARL, on paye trop d'impôts, c'est trop cher. Mais c'était vrai avant 2015. Parce qu'effectivement, avant 2015, on regardait la forme juridique et les SARL étaient classés à cette époque-là à un régime supérieur. Mais depuis 2015, on ne regarde plus forme juridique. Que vous soyez individuel, que vous soyez société, SA, SARL et toutes les autres formes de société qui existent, on ne regarde qu'une seule chose, votre capacité de production, qu'on appelle en fiscalité la capacité contributive. C'est ça qu'on regarde. C'est le seul critère, le chiffre d'affaires uniquement qui est pris en compte. Et depuis cette période, jusqu'en 2021, on avait en Côte d'Ivoire dans le dispositif 4 régimes. Je dis bien on avait parce que le dispositif a évolué à l'occasion de la réforme fiscale applicable aux petites et moyennes entreprises de 2021. On avait 4 régimes d'imposition. La taxe forfaitaire des petits commerçants et artisans, c'est-à-dire la vendeuse de bananes braisées, le cordonnier du quartier, il paie des impôts à la mairie. Le ticket de 100 francs, 200, pardon, de 100 francs, 200 qu'il paye, c'est un impôt. Et cet impôt-là est appelé taxe forfaitaire, était appelé avant 2021, taxe forfaitaire des petits commerçants et artisans. Après cet impôt, on a le régime de l'impôt synthétique. L'impôt synthétique, c'est-à-dire, c'est un impôt de synthèse qui fait la synthèse de plusieurs impôts que sont la TVA, la patente, le BIC. On met tout ça et puis on vous dit, bon, vous allez payer un montant forfaitaire en lieu et place de ces 3 natures d'impôts. Une fois que vous payez ce montant forfaitaire-là, vous ne payez plus les 3 impôts. Patente, TVA et puis BIC. Après, le 3e régime, c'est le régime du réel simplifié d'imposition. Tel que M. Quadio le disait tout à l'heure, le régime du réel simplifié d'imposition. Et bien entendu, le régime du réel normal d'imposition. Les 2 derniers régimes font partie des régimes d'imposition les plus élevés en Côte d'Ivoire. C'est bon? Font partie des régimes d'imposition les plus élevés en Côte d'Ivoire.
Taxe forfaitaire des petits artisans et commerçants. Tous les prélèvements effectués par les mairies, c'est leur appellation qui est la taxe forfaitaire des petits artisans et commerçants. Souvent, vous voyez, ils apposent sur certains magasins patente. Voilà, c'est la taxe. Et cette taxe-là, ils ont leur grille d'appréciation. Mais tout ça, l'administration fiscale a mis un peu d'ordre. On peut plus, aucune mairie ne peut appliquer un impôt selon son bien vouloir. Il y a eu de l'aménagement à l'occasion de la réforme de la fiscalité applicable aux petites et moyennes entreprises. C'est bon, on peut aller en 2021. On vient de avant 2015. Il y avait comment on déterminait le régime avant 2015. On regardait d'abord, dans un premier temps, la forme juridique. Si vous êtes constitué en société, peu importe le type de société, SARL, SA, LCNC, SCS, peu importe, du moment où dans la dénomination de votre business, il y a société de, vous êtes automatiquement un régime réel d'imposition, soit réel normal ou soit réel simplifié. Mais depuis 2015, on ne regarde plus la forme juridique. On dit, toi, tu produis quoi? Bon, moi, je produis tel montant. Bon, en fonction de ton montant, voilà ton régime. Bon, toi, tu produis quoi? Moi, je produis tel montant. Bon, toi, tu produis un peu plus. Bon, toi, il faut partir au régime supérieur. Et ainsi de suite. On regarde la capacité de production, notamment le chiffre d'affaires, depuis 2015. Le chiffre d'affaires dont il s'agit, c'est soit le chiffre d'affaires réalisé, ou soit le chiffre d'affaires que vous prévoyez réaliser, le chiffre d'affaires prévisionnel. Vous n'avez pas encore commencé, mais vous devez signifier, bon, moi quand je regarde mon business, je pense que je vais commencer avec tel montant de chiffre d'affaires. Et sur la base de cette information, l'administration est censée vous reclasser dans un régime qui correspond à ce niveau de chiffre d'affaires. Ça, c'est comme ça depuis 2015. C'est bon? On peut aller en 2021. Bon, même si nous sommes déjà en 2021. Mais est-ce qu'on peut venir maintenant en 2021? D'accord. En 2021, c'est toujours le même critère de chiffre d'affaires qui est retenu. On ne regarde pas la forme juridique, on ne regarde rien, on regarde le niveau de production ou le niveau prévisionnel de chiffre d'affaires que vous déclarez. Et puis, on vous détermine votre régime d'imposition. La réforme de 2021 dit que dorénavant, en Côte d'Ivoire, on a 5 régimes d'imposition. Vous verrez que les 1 et 2 sont des modifications de nom. Et puis le 3, c'est un nouveau régime. Les 4 et 5 sont les anciens qui existaient déjà dans le dispositif. Là où on parle de taxe forfaitaire des petits commerçants et artisans, on parle dorénavant de taxe communale de l'entrepreneur. Et le critère de détermination, on verra dans les principaux impôts à payer par régime, les critères de détermination ont aussi évolué. Avant, jusqu'au 31 décembre 2020, on faisait une facturation forfaitaire, mais beaucoup plus une facturation à la tête du client. On regarde, on dit non. Vous, tel que vous avez dit, bon, nous, on va tenir compte de tel aspect. Bon, est-ce qu'il a une voiture? Oui, la voiture. Bon, quand on regarde, bon, on va vous facturer l'impôt à tel montant. Hein? Mais depuis 2021, à l'occasion de la réforme, on ne regarde plus tous ces critères-là. On regarde uniquement et strictement le niveau de chiffre d'affaires, soit prévisionnel ou le niveau de chiffre d'affaires réalisé pour les années antérieures. Le nouveau régime, avant de passer le 2, le régime de l'impôt synthétique a changé de nom pour devenir la taxe d'État de l'entrepreneur. Donc de plus en plus, vous entendez les gens dire en lieu plat de impôt synthétique, ils diront TEE, TEE. C'est bon? En lieu place de l'impôt synthétique, les gens diront dorénavant depuis 2021 TEE.
Bon, c'est vrai que les habitudes ont un peu la peau dure. Quand les gens nous appellent, ah non, moi je vais être au synthétique. Non, 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 on dit plus synthétique, on dit tasse d'état de l'entrepreneur. Et le nouveau régime qui a été introduit en 2021, c'est le régime des micro-entreprises, RME. Le régime des micro-entreprises. On verra plus tard comment on fait pour apprécier sur la base du chiffre d'affaires. À partir de quel chiffre d'affaires on est à la taxe communale de l'entrepreneur, à partir de quel chiffre d'affaires on est à la taxe d'état de l'entrepreneur, et ainsi de suite jusqu'à ce que nous en arrivons au régime du réel normal d'imposition. C'est bon? C'est bon? Nous sommes en 2021. Donc, je considère que tout le vocabulaire, ou du moins tous les critères d'appréciation qui ont existé dans le temps avant 2021, on doit maintenant les remplacer par les nouvelles appellations. Et on sait dorénavant que quand je crée mon business, la seule chose que les impôts vont regarder pour pouvoir me facturer l'impôt à payer, c'est mon chiffre d'affaires. Et le test de 2021 est clair là-dessus. On ne regarde plus si la voiture, si la maison, si l'enfant n'a pas enfant. On ne regarde plus autre critère que le critère du chiffre d'affaires. D'accord, oui? C'est le chiffre d'affaires qui dit la taille de l'entreprise. C'est-à-dire, si votre chiffre d'affaires fait 1 milliard, que moi, mon cabinet fait chiffre d'affaires de 300 000 francs. Vous voyez qu'on n'a pas la même taille. Hein? Moi, je vais laisser tout pour venir t'embaucher chez vous. Hein? Parce que vous êtes une grande entreprise. Donc, c'est le chiffre d'affaires qui détermine la taille de l'entreprise. C'est sur ça qu'on se base pour dire, lui là, c'est une petite entreprise. Lui là, c'est une moyenne entreprise. Lui, c'est une grande entreprise. C'est bon? On regarde le volume du chiffre d'affaires. D'accord? D'accord? D'accord. On va y arriver dans la notion de stratégie fiscale. Il y a un petit test intéressant pour nous dans la notion de stratégie fiscale. Gardez la question, on va les poser quand on sera dans la partie stratégie fiscale. C'est ça, non? Comment on contrôle? Déjà, pour donner une ébauche, je ne vais pas répondre, mais je vais donner un préalable. C'est que le système fiscal ivoirien est un système dit déclaratif. C'est chacun qui se lève et va aux impôts pour dire j'ai réalisé tel montant de chiffre d'affaires. Et puis, en fonction de ça, on lui applique le taux, le pourcentage qu'il faut pour faire ressortir le montant de l'impôt à payer. Mais le revers de ce système dit déclaratif, c'est la faculté offerte à l'administration fiscale de venir contrôler l'entreprise pour se rendre compte qu'effectivement, il n'y a pas une volonté délibérée de fausser la base. Et quand la base est faussée, c'est comme si c'était tordu. En fiscalité, on dit on fait un redressement, on redresse la base avec quelques petites pénalités à payer. Petit, c'est pas beaucoup. Petit, oui, petit parce que le dispositif 2021 essaie aussi de mettre un peu d'ordre dans tout ça. Essaie de mettre un peu d'ordre dans tout ça. Nous sommes en train de tendre pour ne pas dire que nous sommes en plein dans la modernité en matière de fiscalité en Côte d'Ivoire. Nous sommes en plein dans la modernité en matière de fiscalité en Côte d'Ivoire. Le DG des impôts, M. Ouattara-Sié Abou, produit assez de notes explicatives sur chacune des situations qui se présentent. La direction de la législation est également disponible et on peut leur adresser des courriers de demande de clarification. Ils répondent. Nous, en tout cas, quand on les sollicite, on leur adresse des courriers. Quand il y a des choses qu'on ne comprend pas, on leur demande, ils clarifient. On a la chance, notre administration produit assez. Or, qui produit assez limite les marges de manœuvre
de la malversation. Je dis malversation, je ne dis pas fraude, parce que je mets dans le thème malversation, corruption. C'est bon? Réduire la corruption. C'est bon? Question, on peut évoluer, on peut aller voir les impôts à payer par régime. Oui? En fait, si ton entreprise, par exemple, le chiffre d'affaires de ton entreprise était 1 million, et avec les problèmes, ça a baissé à 500 000, tu dois aller avec un petit là-bas, tu diminues les impôts. D'accord. Très belle question. Il y a une question sur, c'était quoi là? Voilà, sur la notion de chiffre d'affaires prévisionnel. Il y a une autre question ici qui me permet de dire effectivement pour baisser. C'est-à-dire chaque année vous devez déclarer. Mais quand vous déclarez que vous arrivez à un niveau supérieur, c'est-à-dire si vous étiez à la taxe forfaitaire du petit artisan, par là, les habitudes dans la peau dure. Nous sommes encore en 2021, ça va venir. Taxe communale de l'entrepreneur, que votre chiffre d'affaires a augmenté, vous classant dans la taxe d'état de l'entrepreneur, et que l'année suivante, cette année 2021, vous êtes dans la taxe d'état de l'entrepreneur, l'année 2022, votre chiffre d'affaires a dégringolé, donc ça vous met d'office dans la taxe communale de l'entrepreneur, selon le chiffre d'affaires. Mais l'administration a mis quelque part une petite barrière qui dit il faut que ce chiffre d'affaires-là demeure parce qu'on peut dire que la situation qui a fait que le chiffre d'affaires a baissé, c'est une situation momentanée. Ce n'est pas une situation longue durée. Donc l'administration dit je sais que vous avez la capacité de produire plus parce que ce n'est pas pour une question momentanée qu'on va vous faire dégringoler. On va observer pendant 3 ans successifs. Si sur 3 années successives, votre chiffre d'affaires reste toujours en dessous du seuil qu'il faut pour être à ce régime-là, alors après 3 ans, on vous ramène en arrière. Non. Pendant ce temps, vous payez le strict minimum de la tranche. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si le strict minimum de la taxe d'état de l'entrepreneur est de 250 000 francs par an. Et on paye ça mensuellement. Quand vous faites 250 000 divisé par 12, ça vous fait combien? À peu près 21 000, donc 21 000 francs par mois. Mais si votre chiffre d'affaires est resté en dessous du montant de 250 000 francs d'impôt par an, vous devez être comme ça en dessous là pendant 3 ans. Et quand vous êtes en dessous de 250 000, on vous fait payer le strict minimum qui est 250 000. Au moins sur une période de 3 ans. Si après 3 ans, vous n'arrivez pas à redresser la situation, on vous autorise à partir d'un régime beaucoup plus inférieur. Quels sont les impôts, les principaux impôts à payer par régime fiscal? Comme je l'ai dit, depuis 2021, on distingue 5 régimes fiscaux d'imposition en Côte d'Ivoire. On a la taxe communale de l'entrepreneur. Elle est due par les personnes physiques ou morales, entendu personnes physiques ou morales, c'est-à-dire les sociétés et les personnes, les individus qui vont faire leur régime de commerce, qui réalisent un chiffre d'affaires, toute taxe comprise, inférieure ou égale à 5 millions. Donc, dès lors que votre chiffre d'affaires annuel n'atteint pas 5 millions, vous êtes à la taxe communale de l'entrepreneur. Vous devez payer vos impôts à la mairie. Vous devez payer vos impôts à la mairie. Et comme je le dis, il y a un taux unique à appliquer. 2% pour les activités de commerce ou de négoce, 2,5% pour les autres types d'activités, y compris les prestations de services. Donc, si effectivement vous êtes un prestataire de services, vente en ligne, que votre chiffre d'affaires ne dépasse pas 5 millions dans toute l'année, sur toute l'année, disons, vous devez payer 2,5% de ce montant que vous avez réalisé à la mairie.
Vous devez aller dire à la mairie, bon, moi pour toute l'année là, mon chiffre d'affaires est de 4 millions. Il n'appartient plus au receveur de la mairie, c'est-à-dire au comptable de la mairie, de prendre sa calculatrice et puis vous dire, bon monsieur, pour 4 millions, vous devez, le taux est connu d'office, d'avance. 2,5% pour les prestataires de services et puis ceux qui font le commerce de biens physiques, c'est 2%. À côté de la taxe communale de l'entrepreneur, nous avons la taxe d'État de l'entrepreneur. La taxe d'État de l'entrepreneur concerne toutes les entreprises, je suis en train de lire la partie en rouge, toutes les entreprises qui réalisent un chiffre d'affaires compris entre 5 millions 1 franc, c'est-à-dire si vous faites 5 millions 2500, vous êtes dans la taxe d'État de l'entrepreneur. Donc à partir de 1 franc sur le chiffre d'affaires, bon, ici en Côte d'Ivoire c'est 5 francs, la plus petite monnaie, la plus petite unité monétaire. Donc chiffre d'affaires compris entre 5 millions 1 franc et 50 millions, vous êtes à la taxe d'État de l'entrepreneur. Et l'impôt que vous payez est de 5% de façon générale. Et pour ceux qui font les activités de commerce, c'est-à-dire vente de biens physiques, de biens meubles, c'est-à-dire si quelqu'un a pour activité vente de matériel informatique, lui, son taux sera de 4%. Celui qui fait une prestation de service, nous autres qui faisons la formation, si nous sommes à ce régime, le taux à appliquer à notre chiffre d'affaires annuel sera de 5%. Donc voilà comment on fait pour déterminer l'appartenance à un régime en fonction du chiffre d'affaires et les différents taux à appliquer pour obtenir le montant de l'impôt à payer. Par le passé, avant 2021, c'était une tarification forfaitaire, comme je l'ai dit dans mes explications tout à l'heure. On regarde, on dit tous ceux qui ont un chiffre d'affaires compris de 5 millions 1 franc à 6 millions, voilà le montant de l'impôt qu'ils doivent payer. Vous voyez, on donnait des fourchettes. Mais depuis 2021, moi je peux faire 5 millions 100 000, quelqu'un va faire 5 millions 200 000, l'autre va faire 5 millions 600 000, on n'aura pas le même montant d'impôt à payer. On applique le taux et puis ça donne le montant de l'impôt que chacun doit payer en fonction de son chiffre d'affaires, soit prévisionnel ou soit réalisé. J'ai dit aussi, j'ai profité d'une réponse tout à l'heure pour dire le système il est déclaratif, c'est nous qui déclarons. Il appartient à l'administration de venir contrôler après si ce qu'on a déclaré, si c'est vrai. Si c'est pas vrai, on va, comme c'est un peu tordu, on va redresser. On va redresser. Mais de plus en plus, les redressements se font de façon courtoise parce que c'est bien encadré, quoi. On redresse juste un peu seulement. Donc, voilà ce qu'on peut dire de ces deux premiers régimes. Le troisième régime, c'est le régime des micro-entreprises. Et les entreprises qui réalisent un chiffre d'affaires de 50 millions 1 franc à 200 millions sont d'office soumis à ce régime. C'est toujours un impôt forfaitaire qu'on paye au taux de 7%. C'est bon? Donc, si votre chiffre d'affaires n'est pas de 60 millions ou même 55 millions, vous appliquez 7%, vous aurez le montant de l'impôt qu'il faut payer. Après les trois premiers régimes qui font la facturation forfaitaire, on a vu, je reviens rapidement, on a vu la taxe communale de l'entrepreneur, la facturation pour ceux qui font le négoce est de 2% sur leur chiffre d'affaires. C'est toutes les entreprises qui réalisent un chiffre d'affaires inférieur ou égal à 5 millions. Et pour ceux qui font un chiffre d'affaires de ce genre, mais qui font des activités, prestations et services, on facture à l'impôt forfaitaire là, à hauteur de 2,5% de leur chiffre d'affaires. Taxe d'État de l'entrepreneur, c'est toutes les entreprises qui réalisent un chiffre d'affaires compris entre 5 millions 1 franc et 50 millions. Et le taux général est de 5%. Et pour les entreprises qui réalisent, qui font des activités de négoce, le taux est de
4%. Le taux est ramené à 4%. Impôt des micro-entreprises, c'est toutes les entreprises qui réalisent un chiffre d'affaires compris entre 50 millions 1 franc et 200 millions. Et le taux à appliquer à leur chiffre d'affaires annuel est de 7%, impôt forfaitaire. Quand vous payez ça, vous ne payez plus TVA, vous ne payez plus patente, vous ne payez plus impôt sur les bénéfices. Quand vous payez pour les 3 premiers régimes, quand vous payez les montants forfaitaires, vous ne payez plus 3 natures d'impôts, TVA, patente et impôt sur les bénéfices. C'est bon? Et on a dit, j'ai saisi l'occasion de la question pour dire qu'on peut faire l'option, si on a un régime de micro-entreprise, on peut faire l'option du régime supérieur dès lors que notre chiffre d'affaires est au moins de 100 millions. Mais quand on va en haut, qu'on ne peut pas tenir, il faut on observe 3 années successives et qu'on se rende compte effectivement sur 3 ans, on ne peut pas tenir en haut là-bas. Après 3 ans, on nous dit, vous pouvez descendre. Donc avant de monter, il faut... Voilà. Sinon, arriver là-bas pour descendre, c'est au moins 3 ans avant de descendre à un régime inférieur. Les 2 régimes d'imposition élevés en Côte d'Ivoire, c'est le RSI, régime réel simplifié d'imposition, et régime réel normal d'imposition. Pour le régime réel simplifié d'imposition, le chiffre d'affaires est compris entre 200 millions et 500 millions. Et on met NB, les entreprises soumises au régime des micro-entreprises peuvent opter pour le régime du réel simplifié à partir d'un chiffre d'affaires annuel de 100 millions. Donc si vous êtes au RNE et que vous voulez monter au régime simplifié, si votre chiffre d'affaires est au moins de 100 millions, bon, vous regardez vos partenaires sociaux, quelles sont leurs exigences, est-ce qu'ils acceptent de travailler avec les petits, les moyennes entreprises là, ou bien est-ce qu'ils veulent que vous soyez, parce que voilà, il y a des réalités qui s'imposent à l'entreprise et qui déterminent ses choix. Et à ce niveau, il y a des impôts périodiques, TVA, TSE, ITS, FDFP qui sont payés chaque trimestre. Les impôts annuels, il y a le BIC, impôt sur les bénéfices, et la patente, qui sont les principaux impôts à payer, que ce soit au trimestre ou bien annuellement. Et j'ai donné les dates de paiement. C'est bon? Là, on rentre maintenant dans la technique, quoi. Là, on ne parle plus d'impôt forfaitaire. Pour nous éviter les modes complexes de calcul, je n'ai pas voulu compliquer la présentation. J'ai simplement listé les impôts qu'il y a lieu de payer. C'est bon? Les comptables sont là pour nous y aider, les fiscalistes sont là pour nous y aider à trouver le mode de calcul qu'il faut pour pouvoir déterminer le montant de la TVA, le montant de la TSE et ainsi de suite, de tous ces impôts qu'il y a à payer. Vous remarquerez que c'est les mêmes impôts qui sont payés au niveau du RSI. Le RSI, le RNI, régime réel d'imposition, réel normal d'imposition, c'est toutes les entreprises dont le chiffre d'affaires est supérieur à 500 millions. Donc, dès lors que votre chiffre d'affaires est supérieur à 500 millions, vous êtes d'office au régime réel normal d'imposition. Et vous payez exactement les mêmes impôts, mais pas aux mêmes dates que ceux qui sont au RSI. Je m'arrête là parce que j'en ai fini avec les impôts à payer par régime d'imposition. Les 3 premiers régimes que sont la taxe communale de l'entrepreneur, la taxe d'État de l'entrepreneur et puis le régime des micro-entreprises sont des impôts qui sont calculés de façon forfaitaire pour l'année. Et le montant qu'on obtient, on divise par 12 et chaque mois, chaque 10 du mois, vous devez payer. C'est bon? Pour les 2 derniers, les 2 grands régimes, il a donné les périodes
de paiement. TVA, TSE, ITS, FDFP, c'est payé par trimestre, c'est-à-dire chaque 3 mois. BIC, c'est payé une fois la première fraction ou le premier tiers parce que c'est divisé en 3 parties égales. Le premier tiers le 15 avril, le deuxième tiers le 15 juin et le troisième tiers le 15 septembre. Patente, la première fraction le 15 mars, la deuxième fraction le 15 juillet. C'est bon? Donc le calendrier est connu. C'est bon? Il en est de même pour ceux qui sont au RNI, qui ont aussi leur calendrier de paiement, de déclaration et de paiement. Parce qu'il faut déclarer d'abord et puis ensuite payer ce qui a été déclaré selon le calendrier qui est présenté là. Donc, les principales exigences de la comptabilité à respecter par l'entrepreneur. Déjà, je matérialise l'entreprise par un enfant qu'il faut entretenir, il faut faire en sorte que l'enfant puisse grandir. Je crois il y a quelqu'un qui disait j'ambitionne d'avoir un chiffre d'affaires de tel montant, c'est permettre vraiment à cet enfant-là avec plusieurs autres techniques. La technique n'est pas seulement fiscale ou bien comptable, il y a la stratégie de communication, la stratégie commerciale, il y a plusieurs autres stratégies qu'il faut mettre en place pour pouvoir atteindre les objectifs et donner la chance à ce bébé-là tout petit qu'on a mis au monde de pouvoir grandir et perdurer. Ça, c'est le rêve de tout parent. En tout cas, pour ceux qui ont... Bon, nous sommes tous des enfants issus d'une famille et le rêve nourri par nos parents respectifs, c'est de nous voir grandir et évoluer dans le bon sens. Donc, il en est de même pour l'entreprise. Quand on fonde une entreprise, c'est comme si on venait de donner naissance à un bébé. Souvent, vous entendez des entrepreneurs ou des chefs d'entreprise dire « ça, c'est mon joujou, c'est mon bébé, c'est ma vie ». Parce qu'effectivement, l'entreprise est conçue pour certains entrepreneurs de la sorte. C'est vraiment le bébé à qui il faut donner toutes les chances de pouvoir grandir sainement. Et donc, quelles sont les exigences à respecter au niveau de la comptabilité pour que les risques de contrôle fiscaux soient atténués? La fiscalité va nous dire attention, pour permettre au bébé là de pouvoir grandir, il faut que vous respectez certaines choses dans votre comptabilité. Sinon, si ce n'est pas respecté, on va venir redresser. Oui. Sinon, le bébé, là, il ne va pas bien grandir sainement. Il ne va pas bien grandir. Il ne va pas grandir sainement. Il va grandir un peu penché. S'il grandit penché, ce n'est pas bon. Il faut qu'on respecte certaines exigences. La première, c'est tenir une comptabilité régulière. Il faut avoir recours à des professionnels pour tenir une comptabilité qui soit propre. C'est ça, non? C'est pour ça que vous faites des études en comptabilité. C'est pas pour autre chose. C'est pour que les autres participants ici qui n'ont pas la formation de comptable que vous avez à la base puissent avoir recours à vos services pour pouvoir les aider à tenir une comptabilité régulière. Parce que on veut donner la chance à notre bébé. Il sourit, il regarde, l'un beau sourit. Il me fatigue ce bébé. Pour lui donner la chance de pouvoir grandir sainement, il faut tenir une comptabilité régulière. Un autre groupe d'actions à mener, c'est disposer d'un registre des salaires et des charges sociales. C'est-à-dire, il faut avoir un petit cahier comme ça. Quand j'ai des collaborateurs, je paye, chaque fin du mois, je note dedans. Je note. C'est ça le registre. Après, le comptable peut nous faire des tracés bien propres qui ressemblent qui respectent certains critères pour les tracer, pour dire bon, voilà comment il faut que le registre des salaires là soit présenté pour que ça respecte les normes.
Mais la base, c'est que l'entrepreneur doit savoir, c'est qu'il doit avoir un registre pour ses salaires. Il doit avoir un registre pour ses ventes et ses prestations de services. Si c'est une entreprise de vente d'ordinateurs, il va mettre « j'ai vendu PC, HP, 360 Tera à tel montant ». Et il va mettre le jour où est-ce qu'il a vendu, à combien est-ce qu'il a vendu et de façon chronologique. Le comptable aussi va vous donner la présentation. Mais ce qu'il faut avoir l'idée, c'est que dès que je commence à entreprendre, il y a des registres obligatoires à avoir. Des cahiers. On dit registre, ça peut paraître gros mot, mais des cahiers à avoir. Il faut aussi avoir un registre des achats et des frais généraux. C'est-à-dire, j'ai payé transport de IS. Il est parti déposer tel courrier à tel endroit. J'ai été faire des photocopies. Tout ça en note pour retracer la vie financière ou l'activité financière exercée au sein de l'entreprise. Et c'est avec toutes ces informations financières que le comptable va se servir pour pouvoir tenir la comptabilité de façon régulière. Pour que, dans un seul objectif, pour atténuer les risques fiscaux. Pour que le risque là soit atténué. Au moins, quand le contrôleur des impôts vient, il regarde dans votre comptabilité, il voit il y a registre des achats. OK. Registre des ventes, registre des salaires. Ah, d'accord. OK. Donc, vous êtes bien organisé, c'est bien structuré. On peut regarder. Bon, et puis, ça atténue le risque. Mais quand il n'y a pas ça, c'est là qu'il y a problème. Donc, ça, c'est le minimum à avoir. Il faut aussi tenir un registre de gestion de trésorerie, la banque et la caisse et les banques, s'il y en a plusieurs. Gestion de trésorerie. Souvent, on confond la poche de l'entrepreneur à la poche de l'entreprise, alors que ça fait deux. À la poche de l'entreprise et à la poche de l'entrepreneur. Il faut avoir une certaine rigueur dans la gestion pour faire la part des choses, pour ne pas confondre la recette de l'entreprise au bénéfice que j'espère, et puis au finish, quand on regarde, il n'y a plus rien pour payer les impôts, pour payer les salaires, pour payer l'électricité, pour payer le loyer, il n'y a plus rien. Parce que l'entrepreneur a tout bouffé. Il dit c'est mon argent, c'est mon business, c'est moi qui développe. Non, l'entrepreneur se doit être dans une dynamique de responsabilité vis-à-vis de la société, parce que il a identifié un besoin de la société. Il dit le besoin de la société, c'est que les gens les gens se déplacent pour payer leurs factures de CIO ou bien de SODECI. Moi, je vais créer une application qui va leur permettre, depuis leur téléphone mobile, de pouvoir payer directement les factures sans se déplacer. Donc, c'est un besoin qu'il a identifié. Qui n'est pas content de payer facture CIE par application mobile? Qui n'est pas satisfait de payer facture CIE par application mobile? D'accord? Bon, ça... D'accord. Donc, d'accord. Mais moi, généralement, pour mon expérience personnelle, je paye toutes mes factures CIE par application mobile. Je ne cite pas de nom de téléphonie mais je paye toutes mes factures par application mobile. Et puis bon, généralement, je n'ai pas de difficulté. Mais l'idée que je veux faire ressortir, c'est laquelle? C'est que celui qui a mis l'application en place a identifié un besoin. Il essaie d'y apporter des solutions. Les complications, ça fait partie de la vie. La vie n'est pas linéaire. Mais au moins, il a identifié un besoin. Il essaie d'y apporter des solutions. Vous imaginez un instant, pour tous ceux à qui cela procure une certaine satisfaction, si l'application ou si cette application n'existe plus,
ça fait quoi? Ça fait un manque à gagner. Donc, d'où la notion de responsabilité sociétale de l'entrepreneur qui, au départ, identifie un besoin et puis apporte une solution adaptée à ce besoin. Donc, l'entreprise est appelée à pouvoir grandir comme le bébé et à pouvoir demeurer. De sorte que même si l'entrepreneur n'est plus de ce monde, son entreprise, sa solution qu'il apporte à la société, la puisse demeurer. Mais pour que ça puisse se faire comme ça, l'un des facteurs, je ne dis pas que c'est le facteur le plus important, mais ça fait partie des facteurs, c'est la gestion saine de son environnement comptable et fiscal. Il faut que ce soit sain, il faut que ce soit la comptabilité, la fiscalité de l'entreprise soit gérée de façon saine pour donner encore plus de chances combinées avec d'autres critères à l'entreprise pour pouvoir grandir sainement. Dans le dispositif, on nous dit qu'il faut conserver tous ces éléments, il y avait toutes ces pièces, tous ces éléments, factures d'achat, factures de vente et autres registres sur une période de 10 ans. Donc, si vous avez pris un cahier comme ça en 2021, c'est jusqu'en 2031 que vous pouvez vous débarrasser du cahier. C'est bon? Donc, tous les registres que vous avez mis en place dans l'entreprise doivent être conservés sur une période de 10 ans. C'est bon? D'accord, on va y aller rapidement avec la notion de stratégie. Bon, j'ai pris ce test-là dans le livre de CM1. Le dimanche, je bossais, j'étudiais avec ma fille qui est au CM1. Et puis, elle me dit, papa, je veux lire, tu vas écouter. Et bon, vas-y. Et je vois, c'est un test sur la fraude fiscale. Et mais ça tombe bien, moi j'ai une formation au campus. Donc, je vais profiter pour faire lire le test sur les dangers de la fraude fiscale. Donc, voilà ce qu'elle dit au CM1, aux enfants de CM1. Et ils le font dans le module EDAC. Bon, avant c'était ECM, éducation civique et morale. Voilà. Donc, voilà ce qu'on dit. Si le père de Billet ne déclare pas la totalité, voilà ce qu'il risque. Ça a été simplifié. Je me suis dit, quand j'ai appelé ce matin, on m'a dit, il y a des étudiants, il y a des entrepreneurs. J'ai dit, bon, choisissons des choses qui soient simples. Ne compliquons pas les affaires. Voilà, de façon simple, c'est que quelqu'un qui ne respecte pas les dispositions risque. De façon simple. Voilà ce qu'il risque. Mais nous sommes en droit de nous poser la question de savoir, est-ce qu'il n'existe pas une autre façon de faire? Parce qu'on vient de se rendre compte à travers ce test que le père de Billet s'est mis dans une stratégie de fraude fiscale. Alors que la stratégie de fraude fiscale n'est pas une bonne stratégie. Elle peut nous conduire à la prison. Qui a envie de se retrouver dans des complications? Est-ce qu'on entreprend pour payer des amendes, des pénalités? Est-ce que c'est ça le but de l'entrepreneuriat? Parce que dans le dispositif de l'État, dans le fonctionnement d'un État, on a dit tout à l'heure dans l'une des définitions qu'il y a le budget de l'État, les dépenses de l'État d'un côté, les hôpitaux à construire, les routes, les fonctionnaires à payer, le président, l'Assemblée nationale, le Sénat, toutes les institutions de l'État qu'il faut entretenir, qu'il faut payer. Et de l'autre côté, on a les impôts qui sont prélevés. L'une des sources, les impôts qui sont prélevés sur les entreprises. Donc, on se rend compte de l'importance de l'entrepreneur dans un État. Il contribue au financement
du développement de l'État. Donc l'entrepreneur, c'est quelque part un ange pour un État, pour un pays. C'est un ange parce que c'est quelqu'un qui dit « je suis responsable, je travaille avec l'État pour développer le pays ». Et non, je travaille pour l'État. Ceux qui travaillent pour l'État sont les fonctionnaires. Eux, ils travaillent pour l'État. L'entrepreneur, il travaille avec l'État. Parce que c'est lui, quand il paye ses impôts, c'est ça l'État prend et puis on construit routes, hôpital et autres. Naturellement, si l'entrepreneur se met dans une optique de fraude fiscale, vous voyez qu'il pose un préjudice à la communauté, à l'État, au pays. Donc, quelqu'un qui fait délibérément la fraude fiscale ne devrait pas se plaindre des manques qu'il y a en matière d'infrastructures dans le pays. On dit qu'on a besoin de 25. Toi, tu peux donner 25. Et puis, tu donnes 10 francs. Et puis, tu dis non, pourquoi ce qui coûtait 25 qu'on n'a pas acheté? Mais Joe, c'est chacun contribue un peu, puis on fait. Maintenant, si on n'est pas d'accord avec une certaine approche des animateurs de l'État, il y a d'autres canaux qui nous sont offerts. Il y a d'autres canaux d'expression. Mais l'entrepreneur ne doit pas mélanger les sentiments. Là, j'avais prévu parler un peu de ça, même si ça fait un peu de politique, mais qui parle de politique fiscale, parle de politique d'ensemble. Si l'entrepreneur dit non, moi, comme ce n'est pas mon bord politique au pouvoir, donc je ne paye pas l'impôt, forcé, ça va lui tomber là-dessus. Parce que quand l'inspecteur va venir, il ne va pas demander son bord politique. Ça va lui tomber forcément là-dessus. C'est pourquoi j'ouvre et je referme rapidement une petite parenthèse. C'est pourquoi si on n'est pas d'accord avec la gestion des affaires publiques, la manière dont les affaires publiques sont gérées, on a des canaux qui nous sont offerts. C'est pourquoi, dans ces canaux que constituent principalement les élections, on a l'opportunité d'écouter les programmes et les projets pour ne plus se baser sur le fait que comme c'est mon tonton, quand il sera aux affaires, il va me mettre. Un entrepreneur qui réfléchit comme ça peut marcher un moment, mais l'expérience en Côte d'Ivoire a montré que ça ne marche pas tout le temps. Or, il faut que le bébé là, il puisse grandir, il faut que le bébé puisse demeurer, il faut que quand je ne suis plus là, quand je meurs, GDS Consulting puisse demeurer et continuer son aventure. À côté de cette stratégie de fraude, on a une autre stratégie qui est acceptable et qui est recommandée, c'est la stratégie de la régularité fiscale, c'est-à-dire le fait de respecter les règles de forme et des délais de paiement des impôts. C'est-à-dire, tout à l'heure, on a vu les délais de paiement. Quand vous allez voir le comptable ou le fiscaliste, il va vous dire effectivement quelles sont les règles qu'il faut respecter pour pouvoir déterminer le montant de l'impôt à payer. Vous avez respecté tout ça, les règles et les délais de paiement. Vous êtes dans une sorte de régularité. Vous êtes régulier. Vous payez correctement. S'il faut payer 25, vous payez exactement 25. Mais l'État ou l'administration ou le législateur fiscal a pensé à tout. Il a mis en place ce document-là qui fait la synthèse de ce qu'on appelle les privilèges fiscaux. Et quand on regarde le document, on se dit, bien entendu, qu'une entreprise peut pratiquer ce que l'on appelle la stratégie d'optimisation fiscale
qui est aussi appelée l'efficacité fiscale. C'est quoi l'efficacité fiscale ou l'optimisation fiscale? C'est que normalement, quelqu'un qui est dans la régularité fiscale, là où il doit payer 25, vous servez des règles de privilèges contenues dans ce document pour payer 15 francs, ou bien pour payer 5 francs, ou pour ne rien payer du tout, légalement, parce que ça existe. Donc, les gens, par méconnaissance, pour répondre à la question de tout à l'heure, par méconnaissance des avantages qui sont offerts aux entreprises, pensent que c'est la fraude qui est la bonne approche. Alors qu'il y a des stratégies qui existent pour pouvoir payer moins d'impôts. Et ces stratégies sont légales. En fiscalité, on appelle optimisation fiscale. Il y a des stratégies qui existent pour pouvoir payer légalement moins d'impôts. Question, sinon j'en ai fini. J'ai fini de parler des stratégies. Vous avez relevé vos questions, sinon moi j'ai fini.